Bonjour. Bonjour, je crois que ça y est, nous sommes en direct. Bonjour Nicolas. Bonjour Florian, est-ce que ça fonctionne? Très bien. Eh bien, ça a l'air de fonctionner. C'est une première, donc il faut excuser les aléas du direct. Hein. Première mondiale. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, bienvenue à vous tous. Si nous avons décidé ensemble d'organiser ce dialogue, c'est parce que nous avons assisté à la même réunion ce matin, celle du Premier ministre, avec les dirigeants de partis politiques. Et nous pensions intéressant de confronter nos sentiments. Nous ne nous sommes pas parlé depuis, d'ailleurs, hein, donc c'est totalement spontané. Et je passe la parole à Florian, qui veut vous dire un mot, sans doute. Oui, je pense que c'est effectivement une bonne occasion de pouvoir confronter nos points de vue qui seront, à mon avis, assez semblables sur pas mal de sujets. C'est vrai que nous avons assisté à cette réunion des dirigeants de partis politiques ce matin, avec le Premier ministre et quelques ministres, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie et ministre de la Santé, bien sûr. Et donc, on va vous en parler. Hein. Je pense que c'est notre rôle aussi, hein, Nicolas, de faire la lumière sur ce qui s'est dit dans cette réunion. Et puis ensuite, j'imagine qu'on prendra quelques-unes de vos questions ou interpellations en direct et on y répondra bien volontiers. En tout cas, je suis heureux de cet exercice. Voilà, je sais qu'on parle chacun, on fait beaucoup ça déjà, chacun sur nos pages Facebook, nos chaînes YouTube. Mais c'est bien de le faire aussi ensemble. Je pense que ce sera apprécié. Et que c'est important dans les crises assez tragiques que nous traversons d'être capable de se parler comme ça. Et surtout que je pense qu'on est en train de traverser une crise sanitaire grave, terrible, mais aussi à cette occasion dramatique, une crise démocratique. Car je suis effaré de voir à quel point notre pays subit une propagande sans précédent, comme si le virus avait tué aussi notre démocratie. Et on est en train d'endormir les Français et je pense que les réseaux sociaux et nos pages Facebook d'ailleurs ont un tel, je pense sincèrement, succès, c'est parce qu'il y a une soif d'informations différentes. Alors on n'a pas la vérité, mais en tout cas, la vérité qu'on nous donne à la télévision n'est pas la vérité. Et le président de la République a entrepris une phase de fermeture sans précédent dans notre démocratie française, je crois. Et voilà l'intérêt de ce dialogue. Alors moi, tu commences, je commence comme tu veux. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réunion? Écoute, si tu veux, moi j'ai vu cette réunion. C'est là, je crois que c'était la 4e réunion que nous faisions. En soi, l'exercice est plutôt appréciable, c'est plutôt bien cette initiative de réunir les chefs de parti, donc l'opposition, et de dialoguer pendant cette crise. Ça, on peut le mettre au crédit du Premier ministre et du gouvernement, à mon sens. Maintenant, c'est vrai que ce matin, moi, je suis vraiment resté sur ma faim. C'est-à-dire que on a eu, honnêtement, j'ai essayé de réfléchir en sortant de cette réunion de ce que j'avais appris par rapport à ce qu'on voit déjà dans les conférences de presse ou les interviews des ministres et du Premier ministre. Je n'ai rien appris de plus. Je n'ai pas eu non plus, puisqu'on a tous eu l'occasion de poser des questions directement au Premier ministre. Moi, personnellement, je n'ai pas eu les réponses à mes questions. Je ne sais pas si tu as eu les tiennes, j'en suis pas persuadé, mais j'ai le sentiment qu'on nous laisse la parole, mais que l'exercice qu'on nous promet de transparence n'est pas un exercice de transparence, c'est un exercice de communication. Voilà. C'est un exercice de communication, mais pas un exercice de transparence. Et en réalité, sur des questions extrêmement précises qu'on peut avoir, que ce soit sur les masques, que ce soit sur les modalités du déconfinement, la question des frontières, la question des tests, la question de l'hydroxychloroquine, des protocoles de thérapeutique en cours, des questions économiques également, en réalité, on n'a ce matin pas eu de réponse. Enfin, moi, je suis vraiment resté sur ma faim. Et je suis d'accord avec toi pour dire que c'est en même temps une crise démocratique parce que non seulement les canaux d'expression pour l'opposition sont fermés, or on a besoin d'une opposition dans une démocratie, ne serait-ce que pour piquer le gouvernement là où ça fait mal, pour l'obliger à avancer dans le sens de l'intérêt général. Et en même temps, quand on réunit les chefs de parti, en fait, on fait du cinéma, quoi. On fait du théâtre et on a l'impression de participer à une scène de théâtre, mais qu'on ne prend pas en considération comme on devrait. Voilà moi ce que j'ai ressenti après cette réunion qui m'a quand même beaucoup déçu. Oui, écoutez, même sentiment, donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit Florian Philippot, c'est même effrayant, c'est la 4e réunion et par exemple, moi j'ai posé une question à la première réunion, c'était vers le 20 février ou 27 février, sur la pénurie de médicaments. Je m'en souviens très bien, ça faisait partie des 3 remarques que j'ai formulées
et je n'avais pas eu de réponse. J'ai reposé la question à la seconde réunion, à la troisième réunion. Et j'ai reposé la question notamment sur la remise en service de la pharmacie centrale des armées, qui est un organisme public qui est censé fabriquer des médicaments en temps de guerre quand il y a des pénuries. Et cette pharmacie centrale des armées a un rôle clé. C'est un établissement public qui peut fabriquer des principes actifs pour éviter d'être en pénurie. J'ai posé 4 fois la question au Premier ministre. À aucun moment, ils n'ont répondu. Et donc, ils ont fait exprès de ne pas répondre. Ils ne sont pas idiots. Ils ont répondu à d'autres questions. Donc, ça veut bien dire qu'ils n'ont pas voulu aborder cette question de la pénurie de médicaments. C'est dramatique parce que ce qu'on a vu sur les masques, je vous renvoie à une étude passionnante de Mediapart sur les cafouillages et la gabegie pour obtenir les masques qui correspondent exactement à ce qu'on pressentait, ce qu'on a dit. Ce qu'on a vu sur les tests, ça se reproduit sur les médicaments. Et nos médecins hospitaliers sont affolés de voir les stocks diminuer, notamment pour les anesthésies, pour la réanimation, le fameux curare. Et là, aucune réaction. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement, mais vraiment, qui est toujours dans la réaction au dernier moment et pas dans l'anticipation. Et je ne sais pas si tu as vu ce qu'a dit monsieur le maire, Bruno Le Maire, sur la fameuse usine Famar, qui est la dernière à produire de la chloroquine en France, ainsi que l'usine Luxfer, qui est la dernière en Europe à produire des bouteilles d'oxygène et qui est fermée depuis mai 2019. Eh bien, quand je lui ai demandé de les nationaliser, comme d'autres d'ailleurs, il nous a envoyé balader et en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, j'aurais aimé, par exemple, que cette réunion soit publique parce que les Français auraient vu l'étendue des dégâts et ils auraient vu qu'on ne raconte pas n'importe quoi et qu'on n'est pas là pour affoler les Français, qu'on est là au contraire pour faire des propositions très concrètes. On a un ensemble de propositions qui sont très proches. Tu as parlé des frontières, je me souviens d'une précédente réunion, j'en ai parlé là. Et en vérité, rien, c'est le néant. J'ajoute qu'on n'est pas aidé, et je ne veux pas critiquer mes petits camarades, si je puis dire, mais on n'est pas aidé parce que je ne sais pas ce que tu en as pensé ce matin, mais la soumission, l'incapacité des grands personnages de l'État à poser les vraies questions était quand même inquiétant. Ah, ça, je rebondis sur ça. Oui, ça, c'est toujours marquant. C'est-à-dire qu'il y a bien la moitié ou les 2/3 des participants à cette réunion qui sont simplement là pour dire au Premier ministre ô combien il est magnifique et ô combien son gouvernement gère bien l'affaire. Bon, tout cela est assez navrant sans être totalement surprenant. Oui, c'est un point important ce que tu as abordé. On n'est pas là pour faire de la polémique. Moi, j'entends le Premier ministre nous dire aux Français l'opposition doit être dans l'union nationale, l'union sacrée, etc. Oui, par rapport aux familles, par rapport aux malades, par rapport aux soignants, par rapport aux pompiers, aux caissières, évidemment, on est tous derrière eux et sans aucun doute. Mais nous devons jouer notre rôle, qui est un rôle de force de proposition, et donc on doit soulever des questions, on doit poser des questions, on doit gratter là où ça fait mal, on doit forcer l'État à le faire parce que nous pensons au bien commun. Et si nous posons des questions, ce n'est pas pour le plaisir de poser des questions ou de déranger le gouvernement, c'est simplement parce qu'il nous semble qu'il y a un problème. C'est vrai que je me souviens, tu dois t'en souvenir, lors de la première réunion à Matignon, c'était physique encore à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore le confinement, je crois que c'était le 27 février, donc il y a plus d'un mois, on avait été réunis et on était assez nombreux à avoir posé la question des masques. Et on a eu un mensonge, effectivement, l'enquête de Mediapart le révèle bien, on a eu un mensonge en direct de M. Véran, je m'en souviens très bien, ministre de la Santé, qui le 27 février à Matignon nous dit « Tout va bien, on va déstocker les stocks d'État, ils sont suffisants, à l'époque, on ne nous a pas encore donné de chiffres. » Et en réalité, déjà à ce moment-là, l'État savait qu'il n'y avait plus de stock, ou très peu. Et puis pire que ça, c'est même encore pire que ce qu'on croyait, puisqu'on apprend qu'on a loupé des importations massives de Chine, qu'on n'a pas été capable d'aller prospecter des masques, etc. Enfin, il y a eu une défaillance terrible, il y a eu un manque d'anticipation, un mensonge, des mensonges, et le mensonge sur le masque, c'est-à-dire qu'on a inventé une théorie pseudo-scientifique en disant le masque ne sert à rien, en fait pour cacher une pénurie, c'est parce qu'on n'en avait pas. Et j'ai le sentiment, parce que j'ai posé comme d'autres la question ce matin de l'hydroxychloroquine, j'ai dit est-ce qu'on a des stocks? Est-ce que vous avez passé commande à Sanofi? Et tu as vu que Véran nous a embrouillés sur les 13 tests, les 13 protocoles en cours, sans nous dire très clairement ce qui était vraiment testé ou pas. Est-ce que le protocole du professeur Raoult est testé ou pas? On ne sait pas, finalement. Donc je pense qu'il ne l'est pas, sinon il nous l'aurait dit clairement. Et aucune réponse, alors que tu as aussi posé la question.
Je crois que Renaud Muselier a relancé ensuite sur cette question-là. Aucune réponse sur le niveau des stocks en hydroxychloroquine pour la France et aucune réponse sur l'azithromycine non plus. Ça, honnêtement, ni sur les commandes qu'ils auraient pu déjà anticiper. Donc voilà, ça, effectivement, bonne idée de le rendre public. Je te rejoins complètement là-dessus, Nicolas. J'aimerais que les Français voient ce qui se passe. Et en même temps, ça les inquiéterait davantage, ça les stresserait davantage dans une situation qui est déjà très inquiétante et angoissante. Mais on est obligé de dire la vérité. Voilà. On est obligé de dire où en est l'État et ce n'est pas bien glorieux. Alors là-dessus, il y a une espèce de propagande insupportable qui veut faire croire que si on émet une critique, on est irresponsable. C'est le président de la République, d'ailleurs, qui a lancé l'offensive à Angers cette semaine. Mais si Clémenceau, et je ne me prends pas pour Clémenceau, rassurez-vous, mais si Clémenceau n'avait pas formulé ses critiques sur les généraux incapables qui avaient mené à la boucherie nos soldats, il n'y aurait pas eu de sursaut en 1917 et de victoire. Donc, d'ailleurs, si on n'avait pas alerté sur les masques, il y a encore 15 jours, le Premier ministre et sa porte-parole si intelligente nous expliquaient que les Français étaient incapables de mettre un masque et que ça ne servait à rien. D'ailleurs, il a presque recommencé ce matin, je ne sais pas si tu as entendu, en disant, oui, sur les masques, les Français n'ont pas besoin d'avoir de masque. Il y a un monsieur de l'OMS qui a dit que ce n'était pas nécessaire. Il confond tout parce que ce qu'a dit l'OMS, c'est que bien sûr, en priorité, il faut que ce soit les soignants qui aient les masques. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait les masques. Et si on veut sortir du confinement, il va bien falloir en sortir. Ah oui, ça a été extraordinaire, je ne sais pas si tu as vu ce matin, il ne faut pas parler de la fin du confinement parce que sinon les Français ne vont pas comprendre. Mais c'est l'inverse. Je pense que les Français respecteront davantage le confinement aujourd'hui s'ils savent comment on va en sortir. Il y a une sorte d'infantilisation des Français par le gouvernement et pas que le gouvernement, les responsables politiques qui étaient autour de la table, comme si les Français n'étaient pas capables d'entendre un discours de raison. Et moi, je pense qu'au contraire, les Français accepteront de rester confinés encore un mois s'ils savent que dans un mois, tout est prêt pour reprendre une activité avec des mesures de précaution. Et nous avons proposé, moi j'ai proposé 4 choses. Quel contrôle des frontières à la sortie du confinement, pour ne pas recommencer ce qu'on a vu quand les vols arrivaient de Chine sans aucun contrôle avec juste une affichette. Quelle politique des masques pour permettre à chacun d'avoir un masque et d'être protégé comme dans les pays asiatiques. Quelle politique des tests pour tester le maximum de personnes et ainsi isoler ceux qui sont malades, et quelle politique de traitement dans la phase de prévention où la chloroquine paraît quand même aujourd'hui, de l'avis de beaucoup de médecins, comme un bon moyen de faire baisser la charge virale, sans pour autant dire que c'est miraculeux. Tout le monde reconnaît quand même qu'il y a une baisse de charge virale, et je ne crois pas quand même que les États-Unis, le Maroc, Israël et tant d'autres pays auraient commandé de la chloroquine s'il n'y avait quand même pas des aspects positifs. Donc, ça veut dire quoi? Que sur ces 4 points fondamentaux pour sortir du confinement, on a été ce matin dans le brouillard le plus total. Je n'ai pas vu d'explication, rationnelle, précise sur la sortie du confinement. Or, le pays ne peut pas rester confiné éternellement. C'est pas possible. Donc, je ne vois pas comment on va s'en sortir s'il n'y a pas ces 4 points qui me paraissent essentiels pour anticiper le confinement après avoir raté l'arrivée du virus, si je puis dire. Donc, on peut être con une fois, pardonnez-moi, mais pas 2. Or là, on est en train de découvrir à nouveau qu'il n'anticipe pas la sortie du confinement. Puisque, je ne sais pas si tu as remarqué, Édouard Philippe nous a raconté une histoire de sérologie. En fait, ils attendent de voir si la population française va être immunisée, d'après ce que j'ai compris. Il a dit on verra la solution qu'on prend selon le degré d'immunité de la population française. Donc, si je comprends bien, on laisse passer la vague en l'étalant, et puis on verra bien. Ça me paraît complètement ahurissant. Ahurissant. Je ne sais pas si tu as retenu la même chose. Je pense, oui, tout à fait. Je pense que sur le confinement, comme le déconfinement, comme sur le reste, il n'y a pas de stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anticipation. On n'a rien retenu de clair ce matin, effectivement. Moi, j'ai noté, tu parlais de l'OMS. Effectivement, le Premier ministre a parlé d'un responsable, un dirigeant, je ne sais pas, un spécialiste de l'OMS qui expliquait que les masques ne servaient qu'au personnel soignant et que pour la population, ça ne servait à rien. Et il a ajouté, ce responsable de l'OMS a dit que ça ne servait que si on était malade. Oui, mais là, tout le problème est là. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a énormément de cas pour le Covid-19 qui sont asymptomatiques. Vous ne développez pas de symptômes. Donc, vous ne savez même pas si vous l'avez ou pas. Or, vous êtes quand même contagieux.
Donc, le masque, si les pays asiatiques les plus avancés du monde, quand même, obligent leur population à mettre un masque et ont de très bons résultats, je pense bien sûr à la Corée du Sud notamment, ça n'est pas pour rien, ils ne sont pas idiots. Et ils le font parce que ça a des résultats. Et d'ailleurs, un haut scientifique chinois, c'était hier dans Le Monde, nous a dit votre plus grosse erreur en Europe comme aux États-Unis, c'est de ne pas mettre de masque. C'est la plus grosse erreur. Et je pense qu'effectivement, on en a la vérification. Moi, j'ai noté un mensonge. Moi, je sais la réalité de la situation en Moselle parce que je suis à Forbach, en zone frontalière. Les frontières françaises ne sont pas fermées. Les frontières allemandes ou espagnoles, italiennes, même Andorre a fermé sa frontière, belges sont fermées, clairement. Sauf pour le fret et pour les travailleurs frontaliers sur autorisation de dérogation. Mais, par exemple, sur la frontière franco-allemande en Moselle, non. Les Allemands peuvent parfaitement venir et viennent faire leurs courses dans les supermarchés français encore maintenant, ce qui est totalement impossible dans l'autre sens. Et ça, on me l'a encore confirmé ce matin. Donc là, Castaner a menti, la France n'a pas fermé ses frontières nationales. Elle est le seul pays d'ailleurs manifestement à avoir fait cela. Et ça, moi, je n'y vois forcément qu'une trace d'idéologie sans frontiériste, européiste, complètement délirante, qui amène encore une fois ce gouvernement à mentir. Effectivement, parler, ça ne sert pas à rien. Et sur les masques, je pense que si on n'avait pas que nous, mais si on va dire certaines voix n'avaient pas été là pour pousser le gouvernement à agir enfin et à dire la vérité, on n'aurait pas eu ces quelques avancées récentes sur les masques. Je pense qu'il faut mettre la pression effectivement aussi sur les tests et sur les traitements. Tu parlais des États-Unis, je l'ai vu juste avant cette interview, à l'interview d'un infectiologue américain, Stephen Smith, qui explique qu'il vient de découvrir le traitement hydroxychloroquine azithromycine et que ça produit chez lui des résultats très positifs. Voilà. Mais effectivement, en début de maladie, pas quand les personnes sont en réanimation, parce qu'on sait que la charge virale est alors très faible et que l'hydroxychloroquine n'a plus beaucoup d'impact. Moi, je n'ai jamais fait de Raoult ni un charlatan, ce qui est une honte, alors que c'est quelqu'un de reconnu mondialement, ni un gourou. Je le prends simplement comme un spécialiste que je crois sérieux, plus sérieux que Daniel Cohn-Bendit ou Monsieur Castaner ou Madame Sibeth Ndiaye, et je regarde clairement les résultats que peut avoir son traitement. C'est tout ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, comme toi évidemment, je le sais bien, c'est qu'on ait le moins de morts possible, le moins de tragédies possible dans notre pays. Peut-être, si tu veux bien, on peut regarder les questions de. Je pense qu'il y a pas mal de questions. Je regarde Alors, négatif, j'arrive d'Italie, aucun contrôle. Je confirme, frontière fermée pour aller en Allemagne, mais pas dans l'autre sens. Un ami rentre en France depuis la Suisse demain. Alors, les questions, si vous avez des questions. Moi, j'en ai une là, Anatole qui m'a posé une question. Il me demande ce que je pense des. Attendez, je note Anatole pour oublier. Anatole qui me demande ce que je pense des initiatives des citoyens, dons d'appartements, prêts d'appartements, masques, tutoriels pour faire des masques, etc. Les initiatives citoyennes des gens contre le Covid. Je trouve ça c'est le peuple français. Voilà, moi, je trouve ça absolument. Quand l'État ne fait pas son boulot, évidemment, le peuple français qui reste un peuple génial. J'en veux pour preuve cette histoire Raoult. Finalement, c'est quand même en France que manifestement aujourd'hui, le traitement le plus prometteur est fait. C'est en France, tu parlais tout à l'heure de PME, sur les tests, sur les anticorps, il y a une PME bretonne qui est remarquable, qui a développé un protocole, c'est en France. Il y a des initiatives citoyennes sur les prêts d'appartements pour les infirmières, par exemple, pour les soignants. Je trouve ça magnifique, je trouve ça très beau et j'ai rien à dire là-dessus. Au contraire, moi, je trouve que le peuple français est très digne et très courageux dans cette affaire qui l'éprouve durement. Alors, il y a une question intéressante. Bonjour de Sébastien. Au lieu de parler des erreurs actuelles du gouvernement, que proposez-vous et comment voyez-vous l'avenir à court terme? Écoutez, je vais être très franc. Pourquoi on parle du gouvernement? Parce que c'est quand même lui qui prend les décisions. Et nous pensons qu'il y a une vraie politique à mettre en œuvre, différente, à la fois dans la forme, dans le temps, dans les moyens, parce que ce qui est très important, c'est quand même d'avoir les moyens. Et si le gouvernement n'a pas acheté les masques nécessaires, c'est parce qu'il ne veut pas dépenser d'argent. L'étude de Mediapart de ce matin est fascinante. Quand les Américains vont payer comptant les masques sur les aéroports chinois, la France fait des appels d'offres et radine sur le prix des masques et ne veut pas payer les masques et veut les payer que quand ils arrivent. Voilà, il y a une guerre économique, il y a une guerre sanitaire. Dans une guerre, est-ce qu'on prend les moyens de la guerre ou est-ce qu'on continue avec des bureaucrates?
En fait, on a un système de bureaucratie et d'idéologie mêlés. Donc, pourquoi on parle du gouvernement? Ce n'est pas pour le critiquer, c'est parce qu'on n'est pas au pouvoir et que si on veut accélérer la sortie de crise, il faut absolument, c'est la clé de tout, avoir soit les tests, soit les masques, et l'idéal, les deux. Parce que si vous n'avez pas de test, il faut que tout le monde porte un masque pour que les personnes qui, comme tu l'as dit, ont le virus mais ne le savent pas, ne contaminent pas l'autre. Donc, c'est le masque. Et si on a des tests, ça permet d'éviter que tout le monde ait un masque parce qu'on teste les gens et on les met en quarantaine. Mais l'idéal, c'est quand même que tout le monde ait des tests et des masques. C'est les deux piliers. Quant à la chloroquine, c'est quand même dingue de se dire qu'on est en France avec un institut à Marseille qui est un des plus célèbres au monde, qui a inventé la solution et que le seul pays où on critique celui qui a inventé la solution, qui est reconnu dans le monde entier et où on le débine à longueur de journée sur les plateaux de télévision, ce sont des professeurs, des mandarins. Et là, j'ai vérifié des mandarins qui, comme par hasard, ont des conflits d'intérêts assez lourds avec des laboratoires pharmaceutiques qui ne veulent surtout pas qu'il y ait un médicament pas cher du tout qui puisse être utilisé. Car quand même, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que le traitement chloroquine, c'est un traitement qui ne coûte rien. Alors que certains laboratoires préparent sans aucun doute des traitements qui coûteront beaucoup. Alors, je ne veux pas être paranoïaque, je ne veux pas sombrer dans un complotisme excessif, mais c'est quand même curieux de se dire qu'on a en France celui qui a inventé, qui est reconnu dans le monde entier, et qu'on n'est pas capable de diffuser ce traitement alors qu'il ne présente aucun risque s'il est bien sûr prescrit par un médecin avec un électrocardiogramme, parce que c'est une affaire sérieuse. Je n'ai jamais été un défenseur de M. Raoult, que je ne connaissais pas, mais après avoir bien étudié le dossier, en tout cas, je pense que la responsabilité de l'État, c'est d'autoriser, comme en Italie, que les officines, sous prescription médicale, puissent prescrire ce traitement au début de la maladie. En tout cas, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne s'engagerait pas derrière lui, alors qu'un nombre incalculable de pays sont en train de le faire. Et le paradoxe, c'est quand même incroyable, c'est qu'on va manquer de produits parce qu'on n'aura pas anticipé à cause de guérilla entre laboratoires et mandarins. Oui, je suis totalement d'accord. Je crois que ce traitement, le protocole du professeur Raoult, il coûte 13 €. Voilà. Alors, c'est peut-être effectivement le problème pour certains. C'est pas du complotisme, hein, c'est juste qu'entre le monde bisounours totalement naïf et le complotisme systématique, il y a un juste milieu qui s'appelle la vie. Et dans la vie, il y a des questions d'intérêt, il y a des questions d'argent, il y a des questions de conflits d'intérêts qui existent. Il ne faut pas les nier, ça existe tout cela. Les intérêts financiers, ce sont de vraies questions qui déterminent souvent, malheureusement, trop souvent des politiques. Moi, j'aimerais que d'ailleurs, dans le Haut Conseil de médecins, de scientifiques qui encadrent le président de la République, il y ait publication claire et nette et transparente de tous ces conflits d'intérêts, de tous ces liens avec des laboratoires, etc. Je crois qu'il y a eu une enquête là aussi de Mediapart il y a quelques jours, qui sont décidément les seuls en ce moment à faire le boulot, qui ont montré que l'un des spécialistes autour de Macron avait reçu au total 326 000 €. Voilà. Donc là, on n'est plus dans les petits ménages à 1 000 € par-ci, 1 000 € par-là. On est vraiment dans une somme très conséquente et ça mérite d'être su parce que ça peut avoir évidemment un impact sur son jugement. Je prends une question de Chazardo que j'avais notée, c'est que faire pour obliger au confinement qui se fait peu dans certaines banlieues. Je pense que c'est une minorité à l'intérieur de certaines banlieues qui ne respectent pas le confinement, mais j'ai envie de dire, c'est une traduction de ce qu'on voit déjà en temps normal, c'est-à-dire que ce sont les mêmes qui de toute façon ne respectent jamais rien. Donc, ne respectent pas ni la loi, ni l'État, ni la France et ni leurs voisins, parce que quand on brûle des voitures, on brûle les voitures d'abord de ses voisins. Donc il faut sévir. Il ne faut certainement pas donner le signal qu'il y aurait en tout cas un deux poids deux mesures dans le confinement et on serait plus tolérant avec certaines zones parce qu'on met en danger à ce moment-là des gens. Et donc il faut intervenir. Et je crois qu'il y a un plan. Il y a même un plan. Il y a un plan, je crois, résilience de l'armée. Si les forces de l'ordre ne sont plus suffisantes, pourquoi pas? C'est pas son boulot normalement, et c'est pas ce que je demande en temps normal. Mais si l'armée doit intervenir, elle doit intervenir. On est quand même là sur des questions relatives à la santé des gens, à la mort
de nombreuses personnes et on ne peut pas accepter que des irresponsables, des délinquants, des voyous fassent prendre des risques à eux-mêmes. C'est leur problème, mais aux autres, c'est inacceptable. Et voilà ce que je pense. Et Marie me demandait ce que je pensais des prisonniers libérés. Je pense que c'est une absurdité. Et en fait, c'est là aussi le résultat. C'est une politique un peu par dépit, c'est-à-dire que comme on n'a pas les moyens de faire des tests pour tout le monde, ce qu'il faudrait, c'est tester les prisonniers. Puisqu'on ne peut pas le faire, eh bien, on préfère en libérer 5000. On met 5000 personnes dans la nature, potentiellement dangereuses. Je trouve ça irresponsable. Voilà. Il y a une nouvelle question aussi sur qu'est-ce que vous feriez concrètement. Mais on sait ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas que nous. Il y a des pays d'Asie qui font, et ce qui est incroyable, c'est que c'est en Europe qu'il va y avoir le plus grand nombre de morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système européen favorise la diffusion de ce virus. Est-ce que Singapour est un pays qui est fermé sur le monde? Non, c'est un des pays les plus ouverts sur le monde. Pourtant, il a gardé ses frontières et il contrôle les passagers à l'arrivée. Et il les met en quarantaine quand ils sont testés positifs et il surveille. Et donc, ce qui est quand même fascinant, c'est que comme on n'a pas eu de frontières, on est en prison chez nous. C'est quand même étonnant. Moi, je préfère avoir une frontière autour de la France qu'être emprisonné chez moi. Et avoir une économie à l'arrêt où ce sont les plus défavorisés qui vont payer très cher la crise. Parce que quand on est en télétravail, c'est peut-être pénible, mais ce n'est pas dramatique. Mais quand vous n'avez plus de salaire, que vous êtes dans un HLM à 7 ou 8 personnes, comment vous faites? Et que vous n'avez plus rien pour vivre. La situation est dramatique pour des millions de Français, il ne faut pas l'oublier, sur le plan économique et social. Donc, je ne vois pas comment on va sortir de cela. Encore une fois, il faut les masques, les tests, la chloroquine et puis les frontières. C'est les 4 éléments absolument fondamentaux. Voilà ce que nous proposons. Mais pour y arriver, il faut que les citoyens se bougent. Alors vous allez me dire, c'est facile de nous dire ça, mais comment se bouger? Parce que pourquoi vous êtes si timoré? Il y a quelqu'un qui dit, mais vous n'êtes pas assez agressif dans les médias, mais on n'est pas invité dans les médias. C'est extrêmement difficile, extrêmement rare. Ce soir, il va y avoir une grande émission sur une chaîne que je ne citerai pas. Eh bien, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Et le directeur de l'information de la chaîne a dit que ça apporterait trop de polémiques. Donc, on est revenu dans un système totalitaire. Donc, je crois qu'il faut que vous en parliez à vos voisins, vous fassiez de la pub pour nos vidéos respectives. Il faut qu'un grand mouvement populaire existe, comme du temps de la résistance. Ça peut venir que de là. On sait ce qu'il faut faire. Il y a des pays qui le font déjà. Vous savez, il y a des pays où il n'y a pas de confinement et qui sont tout près de la Chine. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes mesures à prendre. Ce n'est pas sorcier. Même en Allemagne, ils ont pris des bonnes mesures. Il y a 500 000 tests par semaine, alors qu'il n'y en a même pas 100 000 en France. D'ailleurs, M. Véran nous a menti ce matin en disant qu'il y avait le même nombre de tests en Europe. Il raconte n'importe quoi. Et ça passe puisqu'il y a des journalistes qui acceptent qu'on leur raconte n'importe quoi. Et moi, je demande aux journalistes, qu'il y en a des biens, heureusement, je demande aux journalistes de se rebeller un peu et de poser des vraies questions pour dire la vérité aux Français. Car derrière ça, c'est la fracture sociale et c'est la fracture démocratique. Et donc, un pays où plus personne n'a confiance en personne. Et nous devons restaurer la confiance. Donc, comme quelque chose est bien, on le dira. Moi, je n'ai pas de raison de critiquer pour critiquer. Je ne souhaiterais qu'une chose, c'est que le gouvernement prenne des bonnes mesures. Mais ce n'est pas le cas objectivement. Il y a d'autres questions sans doute? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on ne les voit pas. Simplement pour rebondir, effectivement, la question des frontières, elle est indispensable. J'en parlais aussi tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi. Il faudra qu'on se pose la question non seulement de la mauvaise gestion de la crise, le manque d'anticipation sur le côté sanitaire, puis la crise économique terrible qui arrive déjà et qui va arriver derrière. Et puis, il faudra se dire pourquoi on est devenu un pays qui n'est pas capable de produire ne serait-ce que des masques. On n'est pas dans la haute technologie inaccessible. Mais pareil, on a tant de mal à remettre en place une industrie pour des respirateurs. On a du mal à à avoir des réactifs pour les tests. On a du mal. En fait, on n'a plus d'industrie. Voilà, c'est une question qu'il faudra se poser. Pourquoi on a détruit les services publics? Pourquoi l'armée en France? On parle de l'hôpital évidemment. J'avais noté cette statistique. En 1980, en France, il y avait 11 lits pour 1000 habitants, 11 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 6. Voilà, donc quasiment divisé par 2. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi, alors que la population vieillit, donc c'est plutôt contradictoire.
Pourquoi on a une armée qui, malgré le dévouement admirable de ces hommes, bien, c'est pas la question, n'est pas capable de faire plus qu'un hôpital de campagne de 30 lits. Voilà, on nous a dit que c'était le maximum, elle ne pourrait pas faire plus. Et je pense aussi à nos compatriotes d'outre-mer qui, eux, sont encore plus dépendants des bâtiments militaires et de l'aide de l'armée parce qu'il y a moins de respirateurs et moins de lits de réanimation là-bas. Donc, la question là-bas, c'est les choix idéologiques des gouvernements. Pourquoi le gouvernement, c'est l'engagement européen, à tout va, on détruit les services publics, on délocalise l'industrie, on ouvre grand les frontières à tout point de vue. Ce choix de l'Union européenne, de l'euro, c'est un choix qui a des conséquences déjà mauvaises en temps normal, par beau temps entre guillemets, et catastrophiques, tragiques en période de crise. On le voit, moi je crois que c'est la question fondamentale, politique, qu'on devra tous se poser après. Simplement, alors attendez, on me dit qu'il y a un petit problème de liaison et qu'on doit revenir dans 1 minute. Ah. Voilà, je pense qu'on est de retour. Vous nous entendez? Ça marche? Très bien. Bon, voilà, il y a eu alors, un tout finis petit ta question. Alors, juste Antoine qui me demandait est-ce qu'il faut attaquer en justice le gouvernement? Bon, il y aura des commissions d'enquête parlementaires, mais j'ai le sentiment que ça va être complètement bidon. Enfin, l'enquête en cours, je crois que c'est une majorité de membres En Marche et dirigée par Richard Ferrand, donc j'y crois pas du tout. Les procès, oui, il faut que les gens portent plainte, c'est tout à fait logique en démocratie. Les gens sont responsables, il y a une justice, donc il n'y a personne au-dessus des lois et tout le monde doit pouvoir être jugé. Mais j'ai envie simplement de dire, j'espère que ça ira au bout, et je ne sais pas, moi je ne me mets pas à la place du procureur, je ne suis pas juge, donc je ne sais pas qui sera jugé responsable de quoi. Mais en tout cas, les gens qui s'estiment lésés doivent bien sûr aller en justice, il n'y a aucune raison. Simplement, je pense que le vrai jugement, il sera politique, et ce sera celui des Français par le vote, par leur engagement, par leur capacité à faire turbuler complètement le système, à leur renverser la table, c'est tout. Je pense que c'est ça le vrai changement positif qu'attendra le pays. Oui, moi, ce que je veux dire,
c'est que derrière tout ça, il y a vraiment la capacité des Français à se prendre en main et à ne plus écouter la pensée unique. On lutte suffisamment depuis longtemps, tous les deux, à notre façon, avec nos différences, nos atouts, nos handicaps respectifs, mais on voit bien que l'essentiel est en jeu, là. C'est la vie et la mort, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à nous tuer. C'est quand même ça, la réalité. C'est qu'il y a une responsabilité politique. Donc, il faudra des poursuites judiciaires, c'est évident, mais c'est aux Français de le faire. Et nous, responsables politiques, on doit attendre la fin de la crise. Parce qu'on peut espérer peut-être qu'ils changent d'avis et qu'ils sauvent les Français. En tout cas, on se bat pour ça. Et à la fin de la crise, il faudra les suites judiciaires qui se méritent. Et puis, il faudra aussi des suites, bien sûr, politiques et démocratiques. Et voilà pourquoi on fait ça. Parce que notre seul moyen pour essayer de changer les choses, c'est de vous convaincre. Et nous, tout seuls, chacun comme on peut, c'est très difficile. Donc, vous pensez bien qu'on a besoin de vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est sans doute plus forts et plus nombreux que vous ne le croyez vous-même. Car c'est le propre des dictatures de faire croire à chacun qu'il est seul. Et c'est par cette volonté d'utiliser les médias comme une sorte de communication qui étouffe les gens, qui fait que chacun dans son coin se dit « Ah, on n'y arrivera jamais ». Mais non, on est majoritaire. On est majoritaire. Aujourd'hui, je pense que le voile se déchire. Il se déchire sur l'incapacité de ces gens qui se disaient compétents. On nous faisait passer pour des gens incompétents. Et eux, ils étaient compétents. Mais là, les Français ont compris qu'ils n'étaient même pas compétents. Deuxièmement, le voile se déchire sur l'Union européenne. Et je pense que ça va être une prise de conscience terrible. Et l'Italie va peut-être montrer la voie. En tout cas, vu les souffrances qu'ils ont et l'attitude insupportable de l'Allemagne et des Pays-Bas à l'égard de l'Italie, mais qui ne nous étonne pas. Troisièmement, sur la mondialisation, ce qu'on dit depuis des années, il faut relocaliser. Mais ça ne va pas relocaliser comme ça, hein, s'il n'y a pas un changement politique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui même, ils ne veulent pas nationaliser 2 entreprises, les 2 seules qui restent, qui pourraient nous aider. Donc, il y a les discours de Macron, et puis il y aura la pratique. Et c'est là où on a besoin de vous, on a besoin de faire un travail immense de résistance. N'oubliez pas que pendant la guerre de 40-44, il y avait beaucoup de pétainistes au début et beaucoup plus de gaullistes à la fin, quoi. Donc, ça a mis du temps. Alors, nous, notre boulot et le vôtre, et si vous êtes avec nous, c'est de nous aider à votre façon, chacun en fonction de ses goûts, de ses préférences, de ce qu'il veut. Et nous, peut-être aussi, et c'est l'enjeu de ce qu'on a fait pour la première fois aujourd'hui, de laisser de côté nos différences pour peut-être s'unir davantage, qu'on n'a peut-être pas fait comme il fallait. Je prends mon mea culpa, chacun son mea culpa. Mais qu'importe, le passé, c'est le passé. Mais je pense qu'on a une obligation absolument d'union, parce que là, ce qui est en jeu, c'est la survie de nos concitoyens. C'est même plus la survie de la France, c'est la survie des Français. Ce qui est quand même incroyable. On ne pouvait même pas imaginer qu'on en arrive là, que la vie ne compte à ce point si peu, parce qu'on n'a pas parlé de ce qui se passe dans les EHPAD, mais c'est tragique ce qui se passe dans les EHPAD. C'est qu'on ne fait toujours pas les tests. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on condamne à mort des personnes âgées parce qu'on radine sur les tests. C'est ça la réalité. Parce qu'on n'est pas capable de demander à des entreprises françaises qui peuvent faire les tests, notamment les cliniques vétérinaires, qui ont proposé de les faire, parce qu'il y a de la bureaucratie, on ne fait pas les tests dans les maisons de retraite et nos anciens sont en train de mourir. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Donc, ce que je veux dire, là, il y a de quoi être en colère. Et pendant la réunion tout à l'heure, je me demandais, mais la vie, à quel prix pour eux? C'est quoi la vie? C'est l'économie, mais la vie, hein. D'ailleurs, ils sont bien meilleurs sur l'économie, entre guillemets, bien meilleurs. Beaucoup plus professionnels et ils ont beaucoup plus de mesures que sur le sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'elles sont efficaces. Mais reconnais que là, tout d'un coup, ils reprennent pied, avec, à mon avis, des très grandes déconvenues. Mais ça veut dire qu'en fait, le sanitaire n'est pas travaillé. Et c'est là où l'enjeu est. C'est qu'il faut absolument montrer aux Français qu'il y a des solutions. Parce que je finis là-dessus, ils veulent faire croire par la communication, je ne sais pas si tu as vu comment ça a commencé, la crise est terrible partout. Alors, on montre l'Espagne, l'Italie, après on dit c'est horrible, les pauvres Américains, voilà. Et nous, vous voyez, on s'en sort, on fait tout ce qu'on peut. Et c'est pour excuser leur faiblesse. C'est très grave. Or, il y a des pays qui marchent beaucoup mieux. Donc, il ne faut pas que les Français croient qu'on doit subir. On peut faire autrement, on peut faire mieux. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, moi, je veux vous remercier d'avoir participé. Il y a beaucoup de questions. Notamment, il y avait aussi les masques achetés par les Américains sur le tarmac en Chine, mais c'est parce qu'on a été des amateurs. Et là-dessus, il y a beaucoup à dire, mais je ne veux pas être trop long.
Il y avait juste Marilou, c'est parce que ça rejoint ce que tu disais, Marilou qui nous posait une question, pourquoi pas une union des souverainistes. En tout cas, tous les gens qui sont patriotes, qui aiment la France, et on en est nous deux assurément, mais il y en a tellement d'autres, ont bien sûr le devoir impérieux de se parler, d'imaginer des choses, des initiatives communes. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup fait dans le passé. C'était sûrement, et j'en prends aussi ma part de responsabilité, c'était très probablement une erreur. Les circonstances étaient telles qu'elles étaient, c'est tout. On va pas refaire le passé. Ce qui compte, c'est aujourd'hui et c'est demain. Et c'est évident, absolument évident, que face à Macron, mais au-delà de Macron, tous ces gens, toute cette oligarchie, il va falloir qu'il y ait une force de résistance patriotique extrêmement musclée, extrêmement déterminée, extrêmement courageuse, et elle aura besoin de vous tous, voilà, de vous toutes et de vous tous, et transformer votre colère, votre rage parfaitement légitime, parce que là on parle de la vie des gens, peut-être de la vie de vos proches, de la vie des gens de votre famille, de vos amis, transformez-la, essayez de la transformer en espérance pour maintenant et pour demain, en faisant les choix concrets, les choix politiques, les grands choix qui s'imposeront à la vie de notre pays et qui permettront de lui redonner justement cet élan qu'il a perdu. L'oligarchie qui est au pouvoir fait du mal, fait un mal considérable à notre pays, va même effectivement amener des politiques qui tuent les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choix possibles. Au contraire, il y a beaucoup d'autres choix possibles et même les situations d'autres pays dans le monde nous le montrent. Et donc, il ne faut surtout pas désespérer. Et quand on est français, encore plus, on ne doit pas désespérer parce que l'histoire nous a montré que quand on était au bord du précipice, on a toujours su éviter de tomber dedans et on a toujours eu le geste qu'il fallait pour que le pays s'en sorte. C'est peut-être sur une note d'espérance qu'il faut quand même qu'on conclue parce que la période est très noire, elle est très sombre, le confinement c'est dur. Entendre des chiffres de morts tous les soirs, c'est terrible, c'est inédit dans nos vies, on en est parfaitement conscient et on le subit aussi comme vous, mais il faut garder espoir, sinon je crois que Nicolas et moi, on ne serait pas là ce soir à vous parler et vous ne seriez pas là à nous poser des questions et à échanger avec nous. Merci en tout cas pour votre participation et moi je suis très heureux de cet exercice. Merci et cet espoir, on le doit à tous ceux qui se battent. Parce qu'il y a des initiatives exceptionnelles dans le pays, exceptionnelles de créativité, d'intelligence, d'entrepreneurs, de soignants. C'est impressionnant. Et ça me fait toujours penser à cette phrase que tu connais bien, surtout dans la région de l'Est. C'était les Allemands qui disaient que les soldats français, en 14, étaient des lions menés par des ânes. Et ça résume à nouveau toute la situation française. C'est désespérant que ça se répète comme ça, mais pour les Français, on le doit parce qu'ils se battent. Et on n'a pas le droit de les laisser tomber. Voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup à tous. C'est une bonne initiative. À bientôt. Voilà, à bientôt. À bientôt. Je ne sais pas comment on arrête ça, mais ça va.